Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 10 janvier. Tout au long du mois de janvier, période traditionnelle des vœux, TV78 reçoit les maires de 50 ans en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023 dans leur ville. Ce soir, focus sur Coignères, sobriété énergétique et d'autres sujets également. À quoi faut-il s'attendre? Le maire de la commune, Didier Fischer, sera notre invité. C'est une nouvelle rubrique dans le 7-8, le tour d'horizon des informations insolites du département. Sapin de Noël recyclé de manière originale, sauvetage des fans, notre sélection à suivre. Et puis la culture avec le temps des humains, ce spectacle se veut interactif et avant-gardiste, une plongée dans le futur dans l'année 2023 proposée par la compagnie Pixum. C'est jusqu'au 15 janvier au Petit Moulin des Vaux de Cernay. Et ce sera donc en deuxième partie d'émission dans notre partie dédiée à la culture. Alors, il y aura également des invités dans cette émission. Pour les amateurs de photos, un rendez-vous est proposé par l'association Villepreux Images Pixel. C'est une exposition qui se tient du 14 au 22 janvier à la maison Saint-Vincent, c'est à Villepreux. Plus d'une vingtaine de photographes se présentent leurs clichés. Alors pour en parler, on aura Gilles Fay qui est déjà avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes photographe, merci d'être avec nous également. Responsable de la communication de Villepreux Images Pixel. En quelques mots, l'association, c'est quoi? Alors c'est une association de la ville de Villepreux qui a été créée en 2008. Et donc on réunit des passionnés de la photo et on échange et bien sûr on forme les gens à la photographie, mais c'est avant tout une progression par l'échange et il faut que ce soit des passionnés, quoi. Voilà. Et dans un instant on parlera donc de cette exposition qui se tient donc à Villepreux. À vos côtés, Didier Fischer, maire d'Yverdon de Coignères. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à tous autour de la table. Alors justement en janvier c'est la période des vœux, vous allez présenter les vôtres aux Coignériens ce samedi au salon Antoine de Saint-Exupéry, ce sera à 16h30. Et le 21 janvier. Ce sera le 21 janvier, j'ai dit. Oui, ça sera samedi prochain. Ce sera samedi prochain. Je voulais déjà être à la fin du mois de janvier, voilà. Ce sera donc le 21 janvier. 21 janvier, 16h30. Vous allez donc les avancer à 16h30. Vous les avez avancés à 16h30. Dans une nouvelle formule. Une formule qui est dédiée à la sobriété énergétique, on peut le dire. Un peu plus sobre, oui. Un peu plus sobre. Des vœux un peu plus sobres. On était en 2020, c'est la dernière année où on a pu effectivement, en janvier 2020, faire nos vœux à la population. En 2020, on était sur 30 000 € à peu près de vœux à la population et vœux au personnel. Aujourd'hui, on sera sur 15 000. Vous voyez, on divise par deux la facture. Mais c'était important quand même de retrouver les Coignériens. Après, vous l'avez dit, des vœux qui n'ont pas pu se tenir à cause du Covid. Tout à fait, c'est important en effet. C'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange souvent et c'est vraiment, je pense, nécessaire aujourd'hui et la population réclame justement ces moments-là. On va voir avec vous quels sont les grands projets de l'année 2023. Dans la commune également, l'équipe de TV78 à cette table, il y a également Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Vous allez nous présenter dans un instant les informations du jour. En deux mots, l'actualité yvelinoise du jour. On va parler du nombre de verbalisations sur le stationnement payant à Saint-Germain-en-Laye qui a augmenté en 2022. On parlera également d'une signature à Voisins-le-Bretonneux, une signature d'un contrat d'aménagement régional avec la région Île-de-France. Et donc c'est à suivre dans un instant. Et puis j'en parlais dans les titres, c'est une nouvelle séquence dans le 7-8, les informations insolites avec vous, Véronique Iturbide. Bonsoir. Bonsoir Grégory Canali. Alors, on a l'habitude de vous voir sur TV78 dans l'émission VYP qui est dédiée aux personnalités du territoire yvelinois. Et là, vous venez donc avec une nouvelle chronique, Les Insolites de Véronique, c'est le nom de cette séquence. Voilà, donc c'est des petites infos que j'ai glanées ici et là et qui m'ont fait sourire ou pas, ou qui sont importantes à divulguer. Voilà, dans tous les domaines, gastronomie, culture, animaux. Et donc ce soir, j'ai commencé à teaser. On parlera de quoi ce soir? Alors, vous voulez que je continue à teaser, Grégory? Allez-y. Tisons. Alors, nous aurons les animaux avec le zoo Thoiry et les cadeaux faits aux fauves et autres bestioles. Vous avez après le sauvetage des fans. Ça, c'est une histoire assez atroce, mais qui se termine bien. Donc j'encourage les gens à s'accrocher et à rester jusqu'au bout. Et après, on parlera de la gastronomie avec un nouveau resto qui s'ouvre sous les Halles de Versailles. Et après, culture avec Tim Dup, un chanteur, compositeur, auteur, producteur absolument génial qui fait un concert pour l'association Laurette Fugain. Et donc on parle de tout ça dans un instant. Alors le 7-8, quand on nous voit. Voilà. Direction aussi Marne-la-Coquette, dans ce 7-8 où ce soir les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine présentent leurs vœux. On fera aussi le bilan du CES de Las Vegas dans cette édition avec une entreprise yvelinoise
qui était présente à cette grand-messe mondiale des technologies. Et puis comme tous les mardis, l'astuce du chef pour briller en cuisine. Et ce soir, c'est le chef Tomohiro Uido du restaurant étoilé Le Village de Marly-le-Roi qui se prête au jeu. Mais avant tout cela, place à la météo de demain. Et le retour peut-être demain de quelques rayons de soleil, même s'il faudra les apercevoir derrière les nuages. Quelques gouttes de pluie pourraient même tomber dans les environs de Versailles. Côté température, comptez 10 degrés dans la Cité Royale et Mantes-la-Jolie, 9 degrés à Houdan et Rambouillet. Dans l'après-midi, plus de pluie. A priori, il devrait faire 10 degrés dans la partie centre et sud des Yvelines, 11 degrés à Mantes-la-Jolie. Et ce mercredi 11 janvier, nous fêterons les Paulins. Les informations du jour avec vous, Mickaël, et on commence par le chiffre du jour. 59 430, c'est le nombre de verbalisations sur le stationnement payant à Saint-Germain-en-Laye en 2022, un record pour la commune qui a effectué 376 741 contrôles sur un an. Là aussi, un record. D'après les élus, ces contrôles sont surtout menés dans l'hypercentre. L'objectif dans cette zone est d'assurer une rotation rapide pour permettre aux clients des 600 commerces d'accéder au stationnement. Il y a donc eu 100 000 contrôles de plus en 2022 et donc plus de verbalisation. On écoute les réactions des automobilistes et des piétons au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors ça ne me dérangerait pas s'il y avait suffisamment de place pour tout le monde. Faire des contrôles, ça me paraît logique. Payer sa place, ça me paraît logique. Mais autant faut-il qu'il y en ait pour tout le monde. Autant que VTC, je paye 3 amendes par mois de stationnement et des fois je suis dans la voiture et j'ai fait déjà des contestations qui ne sont pas acceptées. Oui, je me suis fait pruner 2 fois pour 1 minute de retard. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Vous trouvez ça normal C'est comme à Paris en fait. C'est comme à Paris, non, c'est pas normal, non? À 5 minutes près, de toute façon, ils vous alignent. C'est quand même quelque chose. Hein. Oui, je suis un habitué des contraventions. Oui, il y a des chances, oui. Mais vous les payez? Vous essayez de... je les paye, bien sûr, je les paye. De toute façon, à chaque fois, c'est majoré. Alors, on est bien obligé de les payer. Hein. Et vous, Grégory, est-ce que vous êtes un habitué des contraventions? Alors ça m'est déjà arrivé avec TV78, il faut être très vigilant. Sur l'ensemble des verbalisations, 25% sont délivrés à des Saint-Germanois et 75% à des personnes vivant en dehors de la commune. On prend à présent la direction de Carrières-sous-Poissy. Après 12 mois de travaux, la réhabilitation, extension de l'école élémentaire et maternelle Jean Ginot est désormais terminée. La nouvelle école est composée à 70% de bois pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. L'établissement permettra un nombre de classes plus important, 25 contre 15 auparavant. Il y aura aussi un espace périscolaire de 200 mètres carrés permettant d'accueillir les enfants le matin, le midi et le soir. Ce projet a été en partie financé par le département des Yvelines à hauteur de 5,9 millions d'euros, 70% du coût de l'équipement. On en parlera sûrement avec la maire de Voisin-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, quand elle viendra sur ce plateau. C'est une signature dont on parle à présent qui va aider à la réalisation de nombreux projets dans la ville. Ce lundi 9 janvier, la ville a signé un contrat d'aménagement régional avec la région Île-de-France. La commune a reçu le maximum de la dotation, 1 million d'euros qui vont servir à plusieurs opérations, dont l'aménagement d'un nouveau cimetière. Il y aura aussi d'autres projets comme les voiries ou l'isolation de la verrière du centre sportif des Pyramides. On écoute la réaction de la maire de la commune au micro de TV78. C'est considérable. Voilà, c'est une très belle aide, d'autant plus qu'elle vient s'ajouter à d'autres aides que nous avons eues par le passé également par la région. Nous avons vraiment la chance d'être entourés et par la région et par le département des Yvelines qui chacun font des contrats avec les communes et financent de façon assez importante nos projets structurants. Un cas de grippe aviaire découvert à Versailles. La ville de Versailles est placée en zone de contrôle temporaire après la découverte d'un cas de grippe aviaire sur une buse. Dans ce contexte, les détenteurs de poules, volailles ou oiseaux d'ornement doivent renseigner un formulaire en ligne à la mairie. Ils doivent mettre à l'abri les volatiles, réaliser des surveillances quotidiennes des animaux et surtout signaler toute mortalité animale à son vétérinaire. À Mantes-la-Jolie, des youtubeurs ont fait la polémique. Ils ont organisé un Koh-Lanta des cités ce dimanche à Mantes-la-Jolie. On va voir les images. Le tournage était organisé par des vidéastes du Val-de-Marne. Le principe, organiser une parodie du jeu télévisé Koh-Lanta avec différentes épreuves. Au programme, partie de football en voiture avec un gros ballon, un sprint avec une combinaison rembourrée avec un chien lâché sur les participants. Le problème, c'est que cette manifestation était non déclarée, donc illégale. La mairie a annoncé qu'elle va déposer plainte contre X pour occupation illégale du domaine public. Les organisateurs avaient fait polémique
dernièrement avec un épisode enregistré à la maison d'arrêt de Fresnes en juillet dernier. La vidéo à Mantes-la-Jolie devrait être diffusée cette semaine. Enfin, pour terminer, alors vous précédez un peu Véronique, vous allez nous parler d'une information insolite. Une information insolite tout à fait, elle concerne un joueur de l'équipe de France qui a été en partie formé dans les Yvelines à Clairefontaine et qui a marqué 3 buts en finale de la dernière Coupe du Monde. Vous voyez de qui je veux parler, Grégory? Je sais pas, tour de table, quelqu'un qui a marqué un triplé en finale de la Coupe du Monde? Un Français? Un Français. Gilles Fay? Mbappé. Exactement, Kylian Mbappé est devenu une star planétaire, on le sait tous, une médiatisation qui a aussi touché le Pérou. Cette année, en 2022, 230 bébés ont été prénommés Mbappé par leurs parents, et notamment pendant ou après la Coupe du Monde. Les Péruviens sont apparemment friands de noms sur l'actualité. Il y a eu 267 Messi et 176 Argentina. Le prénom Antoine Griezmann a été donné à 86 enfants. Du côté des filles, 551 bébés ont été baptisés Reine Elisabeth. Et est-ce que vous pourriez appeler votre fils Mbappé, Grégory? Non, pas vraiment, mais je sais qu'après la Coupe du Monde 98, il y a eu le même phénomène pour Zinedine Zidane. Il y avait quelque chose. Alors, c'est pas au Pérou, mais c'était en France, et je crois même dans le monde entier. Oui, ça arrive souvent. Des Zinedine, il y en a eu quelques-uns. Didier Fischer le confirme. Bon, merci, Mickaël, pour toutes ces informations. Vous l'appelleriez Zinedine Zidane? Zinedine, oui, pourquoi pas. Zinedine Zidane. Mbappé, peut-être un peu moins, mais Zidane, pourquoi pas. Merci, Mickaël. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait, d'une information qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en partageant avec le hashtag 78news. L'information du jour au niveau national, c'est la réforme des retraites. Le gouvernement a dévoilé les contours du texte, et ce depuis 17h, avec une présentation qui est prévue devant le Conseil des ministres désormais le 23 janvier. Le projet de loi doit être examiné en commission à l'Assemblée nationale à partir du 30 janvier et dans l'hémicycle à partir du 6 février. Alors, ce qu'il faut retenir des annonces, c'est que le gouvernement accélère sur le sujet. L'âge légal du départ atteindra 64 ans à partir de 2030 et 1 200 € bruts de pension minimale par mois pour les nouveaux retraités. Enfin, une dernière annonce, c'est la durée de cotisation qui est reportée à 43 annuités, et ce progressivement jusqu'en 2027. Alors, dans l'émission PAF ce matin sur TV78, Patrice Carmouze et ses invités ont évoqué le sujet, avec notamment l'ancien député macroniste des Yvelines, Didier Bécher, qui explique pourquoi, selon lui, la réforme est nécessaire. Regardez. Le budget social en France, c'est 800 milliards. D'accord, donc c'est la plus grosse dépense. Donc c'est la plus grosse dépense de l'État, et c'est le pays, la France, au monde, qui dépense le plus dans le social. Donc quand on dit le social, c'est la branche famille, la sécurité sociale et les retraites. Les retraites, dans ces 800 milliards, pèsent pour plus de la moitié. C'est 15% du PIB. Donc on voit déjà que dans notre budget social, quand on commence à parler, on parle beaucoup en ce moment de la situation de la santé, de la revalorisation du personnel de santé. Donc on voit bien que ça s'inscrit dans un contexte qui est compliqué. Et je le dis comme ça rapidement, parce que j'avais souvent l'habitude de dire ça. Le budget de l'État, c'est un camembert à portions construites, connues, et qui n'évolue pas. C'est pas une entreprise, l'État. On ne va pas faire des parts de marché supplémentaires, vendre des trucs en plus. Donc si on donne à un moment donné beaucoup plus sur le secteur de la santé ou sur le secteur de la famille, il faut que la branche retraite, qui pèse lourd, soit équilibrée. Vous disiez en introduction, oui, finalement, le déficit n'est peut-être pas si important que ça, etc. Moi, c'est pareil, en plus l'équation est très simple. En 12 2022, milliards, il y a 3 milliards d'excédent. Oui, alors avec des choses qui n'ont pas été comptées. 12 milliards, je crois, à partir de 2027 dans le corps. Donc 12 milliards chaque année, pas uniquement 12 milliards, c'est 12 milliards chaque année. 12 milliards, ça représente exactement, c'est le même chiffre de ce qui a été dépensé pour le Ségur de la santé. Donc pour financer en 2020, en 2021 et en 2022 l'augmentation des personnels de santé, donc qui a été négociée avec les syndicats du secteur de la santé au moment du Ségur, ça coûte 12 milliards. Donc on voit bien qu'on ne peut pas s'asseoir. Si on veut avoir une protection supplémentaire, si on veut 1 200 € de pension minimale pour l'ensemble des personnes qui ont travaillé toute leur vie, il faut le financer. Donc on ne peut pas se permettre de perdre 12 milliards. Et puis un système par répartition, par définition, il doit être équilibré, sinon on bascule en solidarité nationale, c'est-à-dire que c'est l'impôt qui finalement va payer le déficit, et ça devient très bancal, et on va revenir à des discussions, est-ce qu'il ne faut pas mettre du privé dedans, etc. Oui, Didier Fischer, l'argument principal qui est avancé par l'exécutif pour justifier ce projet de réforme, c'est d'équilibrer un système qui sera déficitaire, aussi freiner les dépenses publiques.
L'homme de gauche que vous êtes, comment réagit-il à ce projet de réforme ? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il est équilibré. Il est excédentaire, il sera déficitaire à partir de... Enfin, il le sera à partir de l'année prochaine et un petit peu plus jusqu'en 2030, jusqu'à 12 milliards, je crois, de ce que disait Didier Béchère. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas l'urgence qu'il y a justement à intervenir. En plus, un certain nombre d'économistes nous disent très clairement qu'une petite augmentation finalement des cotisations suffirait à combler ce déficit et à revenir à l'excédent. Donc, je crois qu'il y a d'autres raisons qui poussent, à mon sens, le gouvernement financer d'autres projets, bien entendu, peut-être dans le domaine social, mais d'autres projets que celui des retraites. Aujourd'hui, il n'y a pas péril dans la demeure. Et comment vous réagissez aux premières annonces ? Je le disais tout à l'heure, l'âge légal qui atteindra 64 ans en 2030. Alors une autre annonce que je n'avais pas dit, c'est que l'âge de décote est maintenu. Si à 67 ans, on n'a pas les 72 trimestres cotisés, on pourra quand même partir avec une retraite à heureusement quand même. Mais aller jusqu'à 64 ans, c'était une chose. Dans un certain nombre de professions, c'est peut-être pas un gros problème. Mais il ne faut pas quand même oublier aujourd'hui qu'en France, vous avez un quart des plus pauvres qui meurent avant d'atteindre la retraite, avant 62 ans. Vous avez aussi, en ce qui concerne les travailleurs, entre guillemets, ceux qui aujourd'hui attendent leur retraite, à l'âge de, je dirais 1 an avant la retraite, beaucoup ne sont déjà plus dans le travail. Ils sont au chômage, ils sont en maladie. Ces gens-là, ils seront encore un peu plus précarisés avec ce système. C'est pour ça que je pense que là, il n'est pas aussi juste que cela d'aller jusqu'à 64 ans et d'augmenter de cette façon-là la durée des cotisations. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sera demain à Coignières. Il va rencontrer des salariés de l'entreprise YAP France. Je l'accueillerai. Bien volontiers. Vous allez lui parler de ce sujet, mais c'est important qu'il puisse écouter ce que pensent les salariés aussi. On en parlera probablement, mais il y a beaucoup de salariés qui sont effectivement hostiles aujourd'hui à cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, je crois que la majorité des Français n'est pas pour. Alors avant de passer à la suite et de parler des projets de 2023 à Coignières, nous allons prendre la direction de Marnes-la-Coquette dans le département des Hauts-de-Seine. C'est limitrophe du département des Yvelines puisque l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine présente ses vœux ce soir. C'est au haras de Jardier. Vous le voyez, on retrouve sur place Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Pouvez-vous nous rappeler déjà, Nicolas, ce qu'est un établissement public interdépartemental et ce qui pourrait se dire ce soir du côté de Marnes-la-Coquette? Alors, Grégory, bonsoir. L'établissement public interdépartemental, c'est clairement la coopération entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur plusieurs sujets. Et je peux vous dire que ici, c'est une cérémonie des vœux qui sera à cheval entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et ça tombe bien, nous sommes au haras de Jardy pour une cérémonie de vœux où Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, et Georges Siffredi vont faire leur discours. Georges Siffredi, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Alors, ça va commencer aux alentours de 19h30. Ça sera suivi ensuite d'un spectacle musical de l'académie, avec des élèves de l'académie Jarouski, de la scène musicale, qui est actuellement à la scène musicale. Et il y aura aussi ensuite un spectacle en extérieur. Alors, il y a des têtes d'affiche qui sont attendues, notamment du côté des Hauts-de-Seine, les joueurs du Racing 92, l'équipe de rugby du Racing 92. Vous avez aussi des Mets, vous savez, forcément un lien avec les Yvelines aussi, avec Victor Wembanyama, vous savez, ce basketteur phénomène qui risque d'aller aux États-Unis l'année prochaine jouer en NBA. Donc voilà, ça se prépare. Il y a les répétitions qui sont actuellement en cours. Et donc, pour revenir à votre question, l'établissement public interdépartemental, c'est la mutualisation notamment des politiques et de l'insertion à travers Activity, qui est une agence d'insertion à la fois yvelinoise et alto-séquanaise. On a aussi la politique de la voirie, de l'archéologie ou encore de l'autonomie pour les personnes âgées. Vous l'avez dit, aussi sur place des personnalités présentes, les élus bien sûr des deux départements. Alors on l'évoquait souvent il y a encore quelques années, vous parlez de mutualisation, on parlait même de fusion, on allait encore plus loin entre les deux départements il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement écarté ce projet de fusion? Est-ce qu'on en parle encore? Alors, il me semble que dans certains discours, dans le discours de Pierre Bédier et de Georges Siffredi, le terme fusion sera évoqué, mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'actualité parce que vous le savez, ce projet de fusion a été lancé en 2016. C'était pour contrer cette réforme de la métropole du Grand Paris. En gros, les départements avaient peur d'être engloutis dans une collectivité et de voir leur disparition. Et c'est pour cela que, à l'époque, Pierre Bédier et Patrick Devedjian s'étaient lancés dans ce projet de fusion qui date de 2016.
Et aujourd'hui, c'est plus des mutualisations de services, des mutualisations de politiques publiques au cas par cas en fonction de si c'est efficace pour chacune des collectivités. Et je vais vous prendre un exemple. Activity, qui était une agence d'insertion yvelinoise, finalement a servi de modèle au département des Hauts-de-Seine. Et finalement, c'est devenu une agence interdépartementale de la politique d'insertion. Et autre exemple, c'est le Pass Malin. C'est un pass qui permet de favoriser l'accès à la culture pour les jeunes, qui était un dispositif alto-séquané. Et finalement, ça a basculé du côté yvelinois. Donc voilà, finalement, on échange les bons exemples, les bonnes politiques publiques, les bons exemples qu'il y a dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. C'est une mutualisation des services pour être une collectivité plus efficace. Voilà où on en est. Alors après, tout dépendra de l'évolution de la réforme de la métropole du Grand Paris, mais ça fait bien longtemps qu'on n'en entend plus parler. Ça remonte à avant le Covid. Mutualisation de compétences et donc mutualisation ce soir des vœux entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Ça se passe du côté de Marne-la-Coquette. Merci Nicolas Nandry et merci également à Patrick Jacques de Dixmude au moyen technique. Les fusions, ça peut être Didier Fischer. Ça peut être dangereux les fusions. Moi j'ai été élu contre une fusion, celle de Coignères-Morpas. Oui, on s'en souvient. Il faut s'en méfier des fusions. Qui avait fait grand bruit. En revanche, les du politiques côté de mutualisation, oui. Aujourd'hui, on mutualise un certain nombre de choses avec Morpas, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Et on est dans la même interco, donc il n'y a pas de raison qu'on fusionne. Alors, vœux ce soir des Yvelines et des Hauts-de-Seine, les vœux de Coignères, ce sera le 21 janvier. 21 janvier. Bien noté à la bonne date. Et on parlait tout à l'heure de sobriété énergétique qui sera au cœur aussi de cette année 2023. C'est un terme qui est dans toutes les pensées. Alors, du côté de Coignères, je crois qu'il y a un plan énergétique qui avait été décidé en novembre, qui avait permis notamment de réduire la période des illuminations de Noël. C'était l'une des mesures. Est-ce que de nouvelles mesures sont prévues en 2023 On a adopté un plan assez large, effectivement, un plan de sobriété d'énergie assez large, qui prenait en compte évidemment les éclairages de Noël. On avait diminué par 2 en gros la facture des éclairages de Noël, ça c'était clair. On a aussi bien veillé désormais à bien chauffer nos bâtiments municipaux parce que souvent on était quand même hors des clous, les 19 degrés, on était plutôt à 22-23 dans certains bâtiments. Aujourd'hui, on est tombé à 19. On a acheté des sondes, on a acheté des minuteurs pour éteindre, par exemple, les projecteurs du terrain de football à 22h30. Aujourd'hui, tous les équipements municipaux sont éteints à 22h30, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Il n'y a plus une réunion au-delà de 22h30, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ces mesures vont se poursuivre en 2023. Ces mesures vont se poursuivre. On a des mesures, donc, j'allais dire, factuelles, ce type de mesures, et puis des mesures structurelles qui visent les bâtiments dans des rénovations énergétiques, évidemment, qu'on avait déjà engagées depuis plusieurs années. Alors, dans les grands projets de l'année 2023, il y a plusieurs projets de rénovation et de réhabilitation. D'abord, celui du groupe scolaire Bouvet. En quoi ça va consister, cette réhabilitation ? C'est une réhabilitation globale d'un groupe scolaire. C'est un groupe scolaire qui date des années 70, 75. Il n'y a jamais eu de réhabilitation. C'est un bâtiment donc ancien, c'est un bâtiment vétuste, de plus en plus vétuste aujourd'hui. Il était nécessaire en effet là de s'y attaquer. C'était une des promesses finalement de notre projet pour les années 2020-2026. Alors c'est d'abord une rénovation thermique. Il ne faut pas l'oublier. On l'a conçu comme cela, comme une véritable rénovation thermique, avec une isolation par l'extérieur, avec une VMC double flux, avec une reprise des huisseries là où elles n'avaient pas déjà été reprises, de façon justement à limiter les consommations. On change les chaudières, on met des chaudières à condensation, et on devrait normalement obtenir à peu près 30 à 35% d'économie par rapport en consommation, je dis bien, puisque comme le prix monte, on ne fera peut-être pas des économies au final, mais on consommera moins en tous les cas. Rénovation également de la résidence autonomie des moissonneurs. Oui, résidence autonomie des moissonneurs. Alors là aussi, c'était une promesse depuis plusieurs années, en effet. C'est une résidence qui date du début des années 80, qui reste dans son jus, et il fallait effectivement refaire très largement déjà le hall d'entrée, les salles d'activité, la salle de restaurant, et ensuite s'attaquer aux studios et notamment aux salles de bain, parce qu'on a là une aberration pour des personnes âgées. On a une marche de 30 cm à peu près pour atteindre la douche. Donc ça, c'est quand même un véritable problème. Donc on s'attaque à tout cela. On va mettre des douches à l'italienne. Donc il y a un vrai travail qui va être fait sur cette résidence, et je pense qu'on en a pour une vingtaine de mois de travaux quand même.
C'est un chantier colossal. Voilà. Alors un enjeu aussi énergétique important du côté d'un autre lieu de Coignères inconnu, c'est le théâtre Alphonse Daudet qui date des années 90, qui sera également rénové. Voilà, le théâtre, la rénovation du théâtre, la rénovation thermique du théâtre doit commencer normalement d'ici un mois ou deux à peu près. On attend, les matériaux arrivent progressivement. Oui. Il y a des problèmes à l'heure actuelle pour se fournir en matériaux, c'est pas aussi simple que cela pour les entreprises, mais les matériaux arrivent, tout le bardage va être fait, la toiture va être isolée. Et on installe aussi une VMC double flux de façon à faire des économies de l'ordre de 30% à peu près en ce qui concerne l'énergie sur le théâtre. On aura quand même un théâtre où il sera beaucoup plus agréable d'aller assister à un spectacle. Aujourd'hui, l'été, il y fait chaud à mourir et l'hiver, il y fait froid à mourir. Donc là, on aura, je pense, quelque chose de beaucoup plus agréable pour assister aux différents spectacles. Et c'est un théâtre qui est très utilisé à l'heure actuelle par les Coignériens, mais aussi par nos concitoyens des villes environnantes. Et les autres grands projets en 2023, quels sont-ils ? Alors déjà, c'est des gros projets. Vous savez, on sait que Coignères est une ville traversée par exemple par la Nationale 10. Quand on prend ces 3 projets, c'est plus de 5 millions d'euros. Oui. C'est quand même pas rien. Avec aussi un axe commercial très fort à Coignères. Voilà, exactement. C'est quand même pas rien. Ensuite, bien entendu, on lance là notre PLU. On lance aussi le plan local d'urbanisme, excusez-moi. On lance notre PLU, donc notre plan local d'urbanisme, et on lance aussi avec Saint-Quentin qui finance une étude sur le quartier gare et la Nationale 10 justement. L'idée, l'État nous demande de construire 550 logements. Ces 500 à 550 logements, on les construira à proximité de la gare, dans des espaces qui sont aujourd'hui des espaces commerciaux, mais ces espaces commerciaux sont amenés à être requalifiés et on va dégager du foncier pour pouvoir construire ces logements, ces 500-550 logements. Mais comme je l'avais dit dès mon élection, je ne serai pas le maire qui va construire un deuxième Coignères à côté du premier, et c'est pour cela que j'ai tenu que dans l'étude faite par la communauté d'agglomération soit prise en compte la Nationale 10 et la requalification de la Nationale 10. Qui sera en plus au niveau de Trappes, au niveau de Coignères, a priori pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'enfouissement sur Coignères. Trappes, c'est quand même 100 à 120 millions d'euros. Oui. On a approché les différentes autorités, la DIRIF, l'État, donc le département, la région, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On en est au moins une requalification qui permettrait de ralentir la vitesse de la circulation sur la Nationale 10, de rétrécir les voies et donc de faciliter la traversée, parce que ça, c'est un véritable problème. Et peut-être au carrefour des Fontaines, envisager ce qui va se faire au carrefour de la Malmodone, c'est-à-dire un passage en souterrain sur le carrefour des Fontaines de façon à bien réunir en fait la ville, parce que ça c'est une nécessité absolue aujourd'hui, c'est de la pollution, c'est du danger, ne serait-ce que traverser même au feu, c'est compliqué, il y a des accidents, malheureusement le maire que je suis, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis quand même allé, me porter sur un accident, il y avait 2 morts sur la Nationale 10. Et on voit ces images justement du carrefour de la Malmodone, un point central entre les communes de Coignères, de Maurepas et de La Verrière. Et La Verrière, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et vous voyez qu'on travaille, je dirais, de façon très mutuelle entre nos communes. Et c'est vrai que c'est dans la perspective aussi de l'évolution du quartier-gare de La Verrière, les Bécanes. Il est nécessaire aujourd'hui... dont on a parlé hier avec Nicolas Daville. Je pense qu'avec le maire de La Verrière, oui, vous avez une actualité importante en fin d'année dernière, c'était le 27 novembre dernier, ce drame du jeune Gibril qui a été assassiné près du gymnase du Moulin à Vent lors d'une rixe entre bandes rivales. Vous étiez vous-même venu en parler ici en visio dans notre édition. Est-ce qu'il y a un travail prévu dans les quartiers justement pour essayer d'éviter de nouveau de tels drames ? Bien sûr qu'il y a un travail prévu. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que cela aussi le maire de Maurepas, Grégory Garestier, pour qu'on puisse mettre nos équipes en synergie pour travailler auprès des jeunes. Lui, il va avoir des moyens de la part du département, notamment en termes d'éducateurs spécialisés. Moi, j'ai investi dans ce domaine-là depuis des années, puisque depuis que je suis maire, on a deux animateurs, et un éducateur spécialisé qui travaille sur notre quartier, notamment des acacias. C'est évidemment pas suffisant, donc j'ai fait des demandes au département pour aller un petit peu plus loin, et on va travailler en synergie avec Maurepas pour nous éviter à nouveau un drame de ce type. Alors, travailler
en synergie, c'est aussi faire un certain nombre d'actions avec nos jeunes, hein, faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent échanger sans le faire à coups de marteau, de mortier d'artifice ou avec leurs poings. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on apaise évidemment cette relation. Alors on ne sait pas trop, hein, on l'avait vu à cette époque-là, on ne sait pas exactement pourquoi il s'est passé cela, il s'est passé ce drame-là. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a une forme de rivalité entre quartiers qui existe depuis des années. Moi, depuis que je suis à Coignères, depuis 2007, j'en entends parler. Avec les quartiers de la ville de Maurepas, oui. Voilà, et cette rivalité, elle continue d'exister encore aujourd'hui. On voyait d'ailleurs les images du rassemblement auquel vous aviez assisté, Michael Midoro, et c'est vrai que le mot qui était avancé, c'était l'apaisement, hein, quand même, sur ce rassemblement, cette marche blanche. Dans mes souvenirs, la maire avait pris la parole à la fin de cette marche blanche, avait appelé à l'apaisement tout au long de son discours. Voilà, on avait tous appelé à l'apaisement, hein, le maire de Maurepas, moi-même, la mère, effectivement, de ce malheureux jeune de 14 ans. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont de plus en plus jeunes. C'est ça aussi un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et que tous les éducateurs le disent. Aujourd'hui, nous avons des jeunes en situation de délinquance de plus en plus jeunes, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Là, le meurtrier présumé, il a 16 ans. Voilà, on est avec une jeunesse qui est perdue à l'heure actuelle. Alors juste avant de terminer cet entretien, on passe à l'interview express. Alors le principe Didier Fischer, 5 questions, nous poserons les mêmes à tous les maires qui viendront sur ce plateau en janvier. Alors une exigence des réponses courtes, certaines réponses nécessitent juste un oui, un non, un pour ou contre, donc ce sera assez simple. Ou pour les autres, on vous demande de répondre en 20-30 secondes grand maximum. Est-ce qu'en 2023, Didier Fischer, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune? Alors c'est ni oui ni non à l'heure actuelle. Joker. Non, c'est pas le joker, c'est à l'heure actuelle. On n'a pas suffisamment encore de visibilité, notamment du côté des augmentations gaz et électricité. Moi, on m'annonçait 300% pour l'électricité, 500% pour le gaz. J'attends un peu, j'ai fait travailler mes services en effet aussi sur les projets des différents services de la commune. J'attends le retour de tout cela pour prendre une décision avec mon équipe. Donc, mais je l'ai déjà dit aux Coignériens, vu la situation dans laquelle les collectivités aujourd'hui se trouvent, il est difficile de ne pas augmenter les impôts. Oui. S'il y a augmentation des impôts, ça sera d'une manière modérée, bien entendu, hein, mais vous savez, les impôts à Coignères sont excessivement bas. On nous envie, hein. Côté circulation, certaines communes ont fait le choix de passer à une limitation à 30 km/h. Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle idée? Moi, je suis pour. D'ailleurs, je l'ai fait dans mon centre-ville. Oui. Aujourd'hui, tout le centre-ville de Coignères est à 30 km/h. Il y aura 2 axes qui ne le seront pas. Le boulevard des Arpents restera à 50 km/h et l'avenue Marcel Dassault restera à 50 km/h. Je pense que aujourd'hui, cela apaise sérieusement la circulation dans la ville, d'autant plus que nous, on est souvent une voie de délestage de la Nationale 10, il ne faut pas l'oublier. Le bio dans toutes les cantines de France, est-ce que vous seriez pour ou contre une telle obligation, une incitation peut-être? Une incitation forte, hein. J'essaye moi aussi de m'y mettre, hein. Tout au moins ce que je souhaite et ce que nous travaillons avec notre prestataire, c'est d'avoir de la nourriture effectivement de qualité et de proximité. Hein. Nous sommes dans le local le plus possible en quelque sorte pour cette nourriture et faire travailler si possible des agriculteurs des Yvelines ou des départements avoisinants. On a vu dans les derniers mois malheureusement des maires ou des élus qui ont été victimes d'agressions ou de menaces. Est-ce que vous, dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes déjà senti menacé? Menacé, le mot est fort. En tous les cas, il m'est arrivé, quand je me suis un peu attaqué à certains trafics de drogue, notamment, d'être, menacé. J'ai eu des menaces sur les réseaux sociaux, des menaces qui sentaient la mort, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux. Et un soir, une nuit plus exactement, à 1h30 du matin, j'ai été réveillé par des tirs de mortier d'artifice sur mes fenêtres, par exemple. Voilà, on essaye d'impressionner le maire pour qu'il ne fasse pas ce qu'il doit faire, c'est-à-dire empêcher effectivement ce genre de trafic aussi dans sa ville. La dernière question, est-ce que vous êtes un maire heureux? Oui, bien sûr, je suis un maire heureux et j'ai toujours pensé que le mandat de maire était le plus beau des mandats et je continue de le penser.
Voilà. Merci Didier Fischer, je le rappelle, maire de la commune de Coignères et également vice-président de 50 ans en Yvelines. Très bonne année 2023 dans votre commune. Merci et très bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Alors on le disait tout à l'heure, c'est le rendez-vous mondial et incontournable des technologies, le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, s'est clôturé dimanche. Alors parmi les entreprises françaises présentes, la start-up saint-quentinoise Chocolate Chip Cookie Company. L'accent, je ne sais pas s'il est, il est alléché, mais en tout cas, voilà. C'est cette start-up saint-quentinoise qui a participé. Elle a pu présenter son Home's Quest. C'est une console de jeu en mode escape game. Chocolate Chip Cookie Company a été incubée au Ski Cube de 2017 à 2019. On écoute le bilan de leur participation au CES au micro de Nicolas Dandry. C'est une console de jeu qui va nous raconter des histoires audio dans laquelle nous serons les héros et nous allons devoir résoudre une série d'énigmes pour progresser dans les histoires et peut-être sauver le monde. Et donc le mécanisme de jeu, chaque chapitre, c'est un peu comme un escape game. On a 1 heure de jeu pendant laquelle on va résoudre 5 à 10 énigmes en coopération avec nos amis ou la famille. Le bilan, il est très positif dans le sens où on a fait beaucoup de rencontres. Les contacts avec la presse américaine, ça s'est plutôt très bien passé. Et même pas que la presse américaine, puisqu'il y a des journalistes un peu du monde entier qui sont présents lors du CES. Et puis sur l'aspect distribution, c'est la même chose. En fait, c'est assez fou. Mais on a eu des événements où on a pu rencontrer des distributeurs du monde entier aussi. Ça nous a permis aussi d'avoir des gens qui viennent tester sur notre stand. On avait préparé une petite démo pour le CES, donc des retours d'expérience. On a même des gens qui étaient parmi nos premiers clients qui ont fait les précommandes, qui sont venus nous voir lors du CES et qui étaient ravis de pouvoir avoir l'objet dans les mains. On est en pleine phase d'industrialisation, alors nous allons terminer l'industrialisation, lancer la production cet été et livrer à nos premiers clients pour Noël de cette année. Alors je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle rubrique avec vous, Véronique Iturbide. Vous viendrez désormais ici tous les mardis pour nous donner quelques nouvelles insolites du département des Yvelines. Cette semaine, ce sont les animaux qui ont attiré votre attention. Alors cette chronique, on l'a appelée les insolites de Véronique. Et à propos des animaux, on va commencer par parler des sapins de Noël invendus et qui sont réutilisés de manière assez originale. Exactement. Alors en lisant le Parisien, j'ai trouvé la réponse à une question que je ne me posais pas, mais je vous en fais part tout de même, à savoir qu'est-ce qu'on offre aux animaux du zoo de Thoiry à Noël, parce qu'il n'y a pas de raison, d'accord. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des sapins invendus? Vous imaginez ce gâchis de sapins déjà coupés qu'on ne peut pas planter, bien sûr. Alors en fait, ces sapins sont donnés aux animaux du zoo de Thoiry, ceux qui l'ont mérité, bien sûr. Alors les hyènes, les gorilles, les panthères, les tigres, chacun y a droit. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors soit, en fait, déjà l'idée c'est que ce sont des épicéas, donc les sapins qui sentent le plus fort. Oui. Donc ça leur donne une bonne nouvelle grosse odeur là qui leur fait vraiment plaisir à la truffe. Et ils jouent avec, ils prennent ça pour une proie, ils se frottent le dos, enfin plein de trucs. Et puis après, comme ce qui arrive souvent, tout lasse, tout passe. Qu'est-ce qu'on fait de ces sapins qui n'amusent plus personne? On les broie et ils servent de compost organique qu'on met dans les jardins du parc du zoo de Thoiry. Une belle réutilisation de ces sapins. Oui. On va continuer avec une association qui s'occupe de sauver des faons aussi de manière originale. Oui, voilà. Alors, j'ai prononcé le mot broyer. Je vais le reprononcer, malheureusement. Alors, en fait, c'est une arboricultrice de Feucherolles qui produit des kiwis, qui est donc Feucherolles, donc la plaine de Versailles, et qui a réalisé que si elle coupait les hautes herbes de sa prairie, elle risquait très, très probablement de broyer, excusez-moi, mais c'est le mot, des faons. Soit chevreuil, c'est plutôt chevreuil la plaine de Versailles, ou ça peut être aussi des faons de biche, mais peu importe. Alors il faut savoir que le faon de chevreuil, il fait 2 kilos à peine, et le faon de biche, il fait un peu plus 5-6. Bon bref. Alors pourquoi est-ce que, donc c'est juste horrible, et surtout qu'après, une fois déchiquetées, ces pauvres bêtes, elles sont intégrées dans les mottes de... On dit mottes? Dans les meules? Enfin bref, dans les bottes. Dans les bottes de foin. Dans les bottes de foin. Et ça pourrit, ça fabrique des toxines qui donnent le botulisme, imaginez-vous, aux pauvres vaches qui vont manger ce foin. Donc
c'était vraiment deux choses vraiment pas super. Alors, du coup, pourquoi les biches viennent mettre leurs bébés dans ces hautes herbes? Parce qu'elles les croient à l'abri. Savoir que dans la forêt, les sangliers ne crachent pas sur un petit rôti de faon. Donc ils se font croquer dans les forêts, donc elles les mettent là, ne sachant pas bien évidemment que la fenaison a lieu en mai. Avant c'était en août, donc les faons ils étaient déjà partis. Là c'est en mai, réchauffement climatique oblige, donc elles s'imaginent qu'ils sont bien cachés et voilà. Alors que faire? Donc cette fameuse Leslie Helfer, elle veut agir, elle s'est renseignée en France, elle n'a pas trouvé beaucoup de renseignements. Donc elle s'est tournée vers l'Allemagne et la Suisse. Il y a une association suisse qui lui a conseillé d'acquérir un drone thermique. Alors un drone thermique, ça coûte très cher, mais l'avantage c'est que il détermine en fait le point de chaleur. C'est là où sera donc le bébé par rapport au froid de la prairie. Voilà. Et donc il faut un drone thermique, il faut un pilote, il faut lui payer. Alors on achète le drone, après il faut payer la formation spécifique du pilote. Et après, il faut des bénévoles. Parce que cette recherche de faon en mai se fait entre 5 et 7 le matin, parce que c'est là où le contraste est le plus important entre le froid de la prairie et le chaud du bébé. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On n'y touche pas parce que l'odeur humaine ne s'appellera pas la mer. Donc on met une cage et comme ça, l'engin agricole repère la bête. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut être nombreux, donc pour se lever de 5 heures. Il faut aussi que les promeneurs de chiens tiennent, si possible, en laisse leurs bêtes au mois de mai, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts aussi. Alors, les kiwis de Leslie, c'est la page Facebook, et l'association La Plaine de Versailles, si vous voulez participer bénévolement, financièrement, enfin être bénévole ou faire un don. Belle initiative, vous avez tout dit. Alors on va quitter les animaux et on va passer aux gourmands et aux gourmets. Il y en a peut-être autour de la table avec une nouvelle adresse qui s'ouvre à Versailles. Exactement, qui s'est ouverte il y a... Allez-y. Alors ça s'est ouvert il y a quelques temps. Ce sont deux jeunes hommes qui l'ont ouvert. C'est un chef et un entrepreneur, Jérémy et Renaud, pardon. Ça s'appelle la Rôtissaille. Alors la Rôtissaille, c'est sous les halles du marché du Notre-Dame à Versailles. Et on a des images? On a quelques images du site internet. Ok. Et donc la Rôtissaille, donc c'est vraiment à l'intérieur de la halle qui s'appelle le carré à la marée. Vous savez, il y a 4 carrés. Donc carré à la marée. Donc dès 10h30, vous pouvez aller vous restaurer. Le principe, c'est qu'ils proposent une quinzaine de viandes différentes qui sont donc rôties. Voilà. Vous choisissez votre viande, c'est qualité française, super qualité de viande. Vous choisissez votre garniture, votre sauce, machin, et voilà, etc. Vous pouvez aussi, donc, entre 10h30 et 18h30, vous restaurer. Vous êtes un peu au milieu des gens. Il y a un bar avec des tabourets ou alors des manches debout. Si vous avez envie de compléter votre repas par du fromage ou un dessert, vous allez juste la boutique juste à côté, acheter votre fromage et votre gâteau en face et vous l'apportez là, voilà, c'est fait pour, quoi, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Et après, c'est aussi un traiteur, ils fument leur saumon, vous pouvez leur commander n'importe quoi, ils savent tout faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, en été, là, au beau jour, il y aura encore d'autres projets, mais on en reparlera. Est-ce qu'il y a une information qui a retenu votre attention, Gilles Fay? Y aller pour déguster, je pense que ça a l'air très sympa. Voilà. Il y a aussi des burgers originaux qui changeront des steaks hachés. Vous avez burgers. C'est bientôt l'heure de la soupe. Alors, vous avez des burgers. Mais est-ce que je peux te raconter mes burgers? 18h30, non. 18h30, c'est fini. C'est fini. D'accord. Voilà. Sauf l'été. Ça sera pour demain. Sauf l'été, on en reparlera. Bon, bref, burgers d'effiloché, de jambonneau, de canard, de poulet, enfin, ça change. Il y en a pour tous les goûts. Et on va terminer par un concert qui vous tient à cœur et pour lequel il faut se dépêcher si on veut avoir sa place. Exactement. Alors ça me tient à cœur parce qu'en fait c'est Tim Dub qui est un jeune chanteur d'origine Rambouillet. Oui, il est du Sud-Yvelines, oui, tout à fait. Il est des Yvelines. Rambolitain. Ah, merci. Du Sud-Yvelines. C'est un jeune rambolitain, il est né en 94, il a commencé sa carrière de musicien en 2015, son premier album est sorti en 2017, il est auteur, compositeur, producteur, enfin il fait tout, et bien en plus. Il sort son 4e album, Les Immortels, début février, et il démarre en fait un premier concert à Saint-Rémy-les-Chevreuses le vendredi 20 janvier. À 20h30. Alors pourquoi est-ce qu'il faut y aller? Parce que Tim Dub, il est doué, talentueux et il est généreux. Donc là, il va jouer gratuitement pour l'association Laurette Fugain. L'association Laurette Fugain, c'est une association qui aide à lutter contre la leucémie et autres cancers du sang.
pour aussi inciter les dons de plaquettes, etc. Voilà. Et donc, la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse prête évidemment gratuitement la salle de l'espace Jean Racine. Le Lions Club de la vallée de Chevreuse s'occupe du staff, de la billetterie, etc. Et Team Up joue gratuitement et l'intégralité des recettes, c'est 25 € le billet, ira directement à l'association Laurette Fugain. Donc c'est vendredi 20 janvier, il reste des places, pas 50 000, mais il en reste. Et franchement, ça vaut le coup. On a vu tous les liens s'afficher pour toutes les informations. C'est génial alors. Merci Véronique pour cette première chronique. On vous retrouve aussi à la présentation des VYP sur TV78. Bien sûr, ça va arriver bientôt. Voilà. On va continuer à parler culture. Vous nous avez parlé de culture. On va continuer dans cette émission à parler de culture. Et avant de parler de l'expo photo du côté de Villepreux, ce rendez-vous qui se tient jusqu'au 15 janvier au Petit Moulin des Vaux de Cernay avec la compagnie de théâtre Pixum qui vous propose un spectacle futuriste. L'histoire se déroule en 2023 lorsque des archéologues tentent de lever le voile sur les vestiges de la vie humaine sur Terre. Regardez ce reportage réalisé par Michael Elmidoro et Régine Ralech. Vous allez pouvoir découvrir les plus beaux artefacts humains que nous avons eu la chance de récupérer à droite, à gauche et au milieu. Imaginez le monde dans 20 000 ans, plus exactement en l'an 2023. C'est ce que tente de montrer Le Temps des Humains, un spectacle immersif réalisé par la compagnie Pixum. Alors, qu'est-ce qu'un donut ? On vous emmène dans une épopée archéologique dans le futur, en 2023, où les humains ont disparu. Et l'espèce d'après les humains font une exposition archéologique sur les humains, une rétrospective, un peu comme nous on va dans des expos sur les dinosaures, là c'est une expo sur nous, avec des objets de notre quotidien qui sont détournés et avec des guides qui expliquent aux gens à quoi pouvaient bien servir ces objets que les humains utilisaient. Un voyage à travers le temps, c'est ainsi que se vit le spectacle. En déambulant dans plusieurs décors, les participants redécouvrent leur propre monde. Cette manière d'exposer comme des vraies œuvres, des vraies choses qui ont été retrouvées par des archéologues, alors qu'en fait c'est un bric-à-brac de bordel et du coup c'est hyper drôle de voir ça de manière sérieuse, alors que ça l'est pas du tout. Elle nous a emmenés dans un univers trop marrant et donc moi j'ai adoré parce que j'aime bien les choses marrantes. Plusieurs thèmes sont évoqués, notamment celui de l'environnement, un sujet qui est cher à Pixum. On est en partenariat avec la ressourcerie, avec qui on fait un échange d'objets et de meubles. La ressourcerie va nous passer des meubles, nous prêter des meubles ou des objets dont on va faire une valorisation artistique. On ne fait pas que parler d'écologie, on pratique directement l'écologie qu'on aimerait voir dans le monde à travers nos techniques de création et de production. Porté par le département des Yvelines, Le Temps des Humains se veut accessible à tous. Il nous questionne sur nos modes de consommation avec humour. Un spectacle à découvrir jusqu'au 15 janvier. Un petit tour de table, Véronique, est-ce que vous êtes amatrice de photos ? J'adore. Didier Fischer ? Ah oui, j'en fais. Oui. Vous en faites également ? Moi aussi, j'en fais. Vous aussi ? Oui, je vous jure, j'en fais. Oui. Vous allez voir sur Facebook, vous verrez. On va regarder ça sur Facebook. Voilà. On est entouré de photographes, c'est très bien. Justement, on va parler de photographie. Pour les amateurs de photographie, il y a un rendez-vous qui se tient à Villepreux, qui est proposé par Villepreux Images Pixel. C'est du 14 au 22 janvier à la maison Saint-Vincent-de-Paul. Plus d'une vingtaine de photographes se présentent leurs clichés pour cette expo photo. On le disait en début d'émission, il y a Gilles Fay qui est avec nous, qui est photographe, également responsable communication de Villepreux Images Pixel. Alors, on va voir pendant l'entretien quelques-unes des photographies qui seront exposées s'afficher. Combien de photographes participent à cette exposition ? Alors, on est environ 25 photographes, et donc on a limité à 3-4 photos par photographe, ce qui représente environ plus de 80 photos, puisqu'il y a des petits formats et des grands formats. On a une très belle série, par exemple, sur des singes d'un de nos photographes, Michel. Voilà, et puis on a vraiment, le thème cette année était libre, puisque comme vous le savez, pendant 2 ans, on a été un petit peu en somnolence avec le Covid. Ça vous a pas mal impacté au niveau de l'association ? Alors au niveau de l'association, oui, parce que malgré tout, on a perdu des adhérents. C'est vrai qu'on a toujours gardé ce lien, puisqu'on travaillait en visioconférence, mais parler de photos en visioconférence, vous savez, quand les gens ont fait du télétravail, ils ont fait de la visioconférence, arriver chez eux, refaire... Voilà.
une téléconférence sur la photo, c'était compliqué. Et nous, on est un club d'échange, et la passion, et puis la photo, il faut qu'elle soit imprimée, il faut qu'elle soit vue, Bien on sûr. touche. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu tombé en sommeil, mais on redémarre. Si certains veulent venir adhérer au Ville Pro Image Pixel, bien sûr, on les accueille avec grand plaisir, mais oui, on a eu une petite baisse d'adhérents, mais bon, la qualité est là, c'est le principal. Alors ça y est, on les voit, ces photos s'afficher. Alors qui sont justement ces artistes qui sont exposés? Est-ce qu'on parle d'amateurs confirmés, de professionnels? Est-ce que ce sont tout simplement des membres de l'association? Alors, au niveau du club, ce sont tous des passionnés, puisque on n'est pas une école de photographie. Bien sûr, on va apprendre aux gens à servir, à s'améliorer, mais avant tout, ce sont des photographes. Et c'est comme dans toute discipline, on a des très bons, on a du Mbappé, hein, si j'ose dire, on a du Griezmann, voilà, pour prendre des références. Mais voilà, ce sont tous des passionnés. Certains ont Pardon? On a du Le Gret aussi. Bon, là, no comment, hein, comme on dit. Non, voilà, on forme bien sûr les photographes, mais je dirais que le fait d'être adhérent au Ville Pro Image, on se forme, s'auto-forme et on s'améliore d'année en année. Vous savez, moi, ça fait très longtemps que je fais de la photo, je prends mon exemple, mais c'est vraiment quand je suis rentré en 2007 dans ce club où j'ai progressé au contact de photographes, puisqu'en plus, nous, on a un cheval de bataille, c'est-à-dire un étalon or, c'est que le vendredi, on analyse des photos de façon anonyme. C'est-à-dire, on projette une photo d'un auteur, d'un photographe, et on lui dit les points améliorés, les points qui vont bien, et ainsi de suite. Donc, à force de regarder ça, d'écouter ces critiques positives ou négatives, on s'améliore. Voilà. Donc, ce sont tous des photographes aguerris malgré tout, mais on prend vraiment tout le monde. Là, on vient de recevoir encore 3 nouveaux récemment. Ils vont exposer, et bien sûr, ils sont les bienvenus. Voilà. Toutes les photos sont les bienvenues. Et comment vous les sélectionnez justement les photos qui sont montrées lors de cette exposition? Alors, dans un premier temps, on détermine le thème. Donc cette année, comme on ne savait pas si ça allait avoir lieu, cette exposition, on a fait un thème libre. Donc ça veut dire que déjà, les photographes ont quand même une bibliothèque chez eux de photos. Ils choisissent des clichés, soit une série, pas forcément une série, de l'architecture, des animaux. Il y en a qui font des voyages. Là, on est parti aussi avec le club faire une série à la Défense sur l'architecture. Et puis, s'ils hésitent sur certaines photos, eh bien, on les aide à faire le choix. Voilà. Est-ce que cette année, il y en a une peut-être qui a retenu un peu plus votre attention, une préférée, ou vous ne préférez pas vous positionner? Voilà, c'est toujours très délicat parce que comme je vais retourner dans le club quand même prochainement, voilà. Non, vous savez, le principal c'est que le photographe aime sa photo. Et après, vous aurez toujours des gens qui vont aimer et d'autres qui vont pas aimer. Bon, voilà. Non, il n'y a pas vraiment de photos pour l'instant qui se sont détachées, elles valent tout le coup, comme on dit. Et vous êtes plutôt photo, on va dire, purement naturelle, retravaillée peut-être à l'ordinateur? Alors, par rapport à moi, comme on dit, je suis old school maintenant, puisqu'il faut dire vieille école, c'est-à-dire moi j'ai appris la photo, c'est l'œil. Moi, j'ai un atelier qui s'appelle l'œil du photographe. Pour moi, un photographe, c'est l'œil. Et puis, évidemment, on est obligé de passer par du numérique. On a des logiciels pour les développer, comme je dis, plus que de les retoucher. Certains retouchent. On a une très belle série, par exemple, de Philippe Lambert, notre président, qui lui donne une touche un petit peu aussi, il maîtrise beaucoup ses outils. Mais voilà, donc moi, je suis plutôt... alors, je m'occupe d'un studio photo aussi au sein du club. Donc, j'aime bien faire de la photo de studio. Donc, avec des modèles, mais aussi des natures mortes. Enfin, voilà, ça j'aime bien faire ça, mais bon. Vous êtes d'accord, Didier Fischer? Oui, tout à fait. Moi, je ne retouche pas et c'est no filter. Oui, voilà. C'est mieux l'œil, c'est mieux. C'est ce qu'il y a de mieux l'œil. Est-ce que ces œuvres pourront être achetées? Oui, alors donc on aura des petites pastilles en fonction, donc ça c'est les photographes qui déterminent leur prix. En fonction des pastilles, ça va aller, on va dire, de 20 € jusqu'à 120 €, 150 €. Et on a toute une collection d'anciennes photos qui ont fait des concours, qui seront, pour faire plaisir aux gens, on les met à la vente, je crois que c'est 5 €, vous pouvez venir me faire plaisir avec une photo dans une Marie-Louise, très sympa. Et toutes les informations qui s'affichent de nouveau, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous prévus dans l'année? Vous l'avez dit, après le Covid, ça reprend Alors ça reprend, on a quand même, comme vous le savez, on a été le premier club à créer le festival de la photo panoramique en 2014. J'étais venu d'ailleurs ici en parler. On le faisait tous les 2 ans parce que c'est vraiment très lourd. On se pose la question de savoir si on va le faire en 2024. Donc voilà, ça c'est un projet. Et puis sinon, on a un projet qu'on voudrait relancer avec justement l'atelier studio photo. C'est les Villepreuziens et leurs animaux. Donc on l'avait déjà fait et on exposera, on l'espère, on demandera bien sûr au maire d'exposer dans la mairie où les Villepreuziens viennent avec. Alors c'était super parce qu'ils sont venus avec des lapins, des chats, bien sûr, des chiens, on avait un très beau perroquet, enfin voilà, on a eu des poules, enfin... Ça renforce le lien social. Oui, voilà, et puis c'est l'occasion de nous de montrer notre savoir-faire et puis aux Villepreuziens de repartir avec une belle photo avec leur animal. Véronique, grande amatrice de culture, vous avez pu voir quelques clichés, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me donne très envie.
Et en plus de savoir qu'il y a c'est vraiment à tous les prix, accessible à tout le monde. Voilà, alors l'entrée de l'exposition est gratuite, c'est une entrée libre. Et l'intérêt de cette exposition, alors c'est que les week-ends, je précise bien 14 et 15 et 21, 22. 21, 22, oui. Et les permanences sont tenues par des photographes. Donc l'intérêt, c'est que vous allez aussi en même temps pouvoir discuter et voir comment les photos sont prises, discuter avec les photographes. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Voilà. Bien sûr. Et on rappelle les dates, 14, 22 janvier, donc 14, 15, 21, 22 janvier à la maison Saint-Vincent à Villepreux et toutes les informations, si on peut voir une dernière fois l'animation s'afficher, vous avez le site internet de l'association qui s'affiche pour avoir toutes les informations à propos de cette exposition. Merci Gilles Fay. Merci beaucoup venu en parler. Merci beaucoup. Elle a un petit dernier tour de table. J'ai compris que vous étiez plutôt des gourmets autour de la table, Didier Fischer. Ah oui, nous sommes des gourmets, oui. Véronique aussi. Bien sûr. Gilles. Oui, bien sûr. Vous nous proposez quelque chose? Oui, voilà. Je vais vous proposer quelque chose. Regardez, on va passer à la table puisque on est déjà passé à table. On en avait parlé la semaine dernière. Vous êtes déjà bien cuisiné. Mais tous les mardis à 18h, TV78 propose des recettes. Il y a les chefs cuisiniers du territoire qui nous donnent leurs secrets. Le but, c'est de briller en cuisine avec leurs astuces. Alors, ce soir, c'est le chef étoilé Tomohiro Uido du restaurant Le Village de Marly-le-Roi qui se prête à l'exercice. La barre est très haut, mais on va essayer de reproduire cette recette. Regardez. Bonjour, je suis le chef Tomohiro. Bienvenue à mon restaurant, Le Village à Marly-le-Roi. Aujourd'hui, je vous propose un plat caille impériale croûté en tortilla à l'ail des os. À la cuisine. Alors, donc petite astuce, vraiment ce qui est important, c'est du repos. Quand on met le four, à la sortie du four, il faut vraiment minimum 5 minutes de repos pour que la caille se termine bien rosée, avoir une vraiment belle cuisson. Après, pour le parfum que je l'ai fait à l'ail des os, mais si vous n'avez pas, pourquoi pas de mettre le persil ou du thym, autre chose, c'est à vous de créer vous-même. Ça fait gargouiller un peu l'estomac. Alors j'entendais quelques réactions, ça paraît simple, mais c'est de l'art aussi. C'est de l'art, oui.
On va réussir à la reproduire chez soi. Moi, je la prends en J'ai le photo fait. déjà, ce serait bien. Véronique. Moi, je vais produire la patate douce déjà, pour commencer. C'est Ouais, important la garniture. C'est important, très important. Bon, on va tenter de reproduire tout ça. En tout cas, vous pourrez retrouver le site sur le reportage, sur notre site internet. Je vais y arriver pour retrouver les ingrédients de cette recette. Essayez de la reproduire chez vous. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Et avant de se quitter, on va regarder de nouveau la météo de demain. Voilà, on va casser un peu le moral. Alors, pas tant que ça, Didier Fischer, parce qu'il y a retour peut-être demain de quelques rayons de soleil. Regardez sur la carte des Yvelines avec peut-être un peu de pluie à Versailles, le soleil qui sera trouvé tout de même derrière les nuages. Côté température, comptez 10 degrés dans la cité royale de Versailles, Mantes-la-Jolie, 9 degrés à Houdan et Rambouillet. Et dans l'après-midi, pas de pluie a priori, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il devrait faire 10 degrés dans la partie centre et sud des Yvelines, 11 degrés à Mantes-la-Jolie, et ce mercredi 11 janvier, nous fêterons les Paulins. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Mathilde Franco pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.